Chapitre 9. Le cochon géant. Hélène se réveilla au petit jour. Le feu était mort et l'odeur âcre des cendres froides lui sauta à la gorge. Autour d'elle, les affaires de Miles et de Pastor, éparses et inutiles dans la lumière pâle du petit matin, la choquèrent. Ainsi, elle n'avait rien rêvé du drame de la veille, ni le combat mortel de Milos, ni la blessure, ni le carnage des hommes-chiens. Elle se tourna vers le garçon et lui toucha doucement l'épaule. « Ça va ?»« Ça va », sourit Milos, mais il ne bougea pas d'un centimètre. Elle se leva et alla ouvrir la porte. Il avait encore neigé dans la nuit. Les vêtements des hommes-chiens étaient recouverts et, près des rochers, les trois corps ensevelis de Miles, Pastor et Ramsès ne dessinaient que trois petites bosses gracieuses. Elle rentra et fit du feu avec application. Brindilles sèches, petits bois, elle souffla dessus à genoux. Milos, toujours allongé sur le matelas, l'observait du coin de l'œil. « Tu sais tout faire, toi. Cacher des cadavres sous la neige, allumer un feu, réconforter les gens. J'ai bien envie de te demander un café pour voir. On parie ?» lança-t-elle, en faisant semblant d'être gaie. Elle s'élança et ouvrit des tiroirs, des placards, jusqu'à trouver ce qu'elle cherchait, une vieille casserole sans manche. Elle sortit la remplir de neige et la mit sur le feu. Moins de 10 minutes plus tard, elle tendait à Milos un gobelet d'eau fumante agrémenté de quelques gouttes de l'alcool de Pastor. « Désolé, il est un peu clair peut-être. » Il but à petites gorgées, appuyé sur un coude. « Tu pourras marcher ?» demanda Hélène. « On aura une paire de raquettes chacun. Ça ira pour la descente. Parce qu'on va faire demi-tour, hein. On ne va pas continuer. » Milos posa le gobelet vide à côté de lui et la regarda tristement. « Merci pour le café, tu es gentille. Mais je ne pourrai pas marcher. Je ne pourrai même pas me lever. Je n'ai pas dormi de la nuit parce que j'avais trop mal. Et puis, regarde, je pense que la lame a presque traversé ma cuisse. » Il souleva la couverture. Le sang avait trempé la chemise de l'homme-chien. Il écarta délicatement la toile déchirée du pantalon. « Mon Dieu, gémit Hélène en découvrant la plaie béante. Je vais te changer le pansement. »« Ça n'empêchera pas de saigner, » dit Milos. « Il faut seulement que je comprime la plaie en essayant de bouger le moins possible. Il n'y a rien d'autre à faire. À moins que tu saches aussi coudre les blessures. Tu as dû filer une aiguille ?» Ils ne rirent ni l'un ni l'autre. « Tu auras besoin de force pour nous deux, » avait annoncé Milos la veille. Hélène comprit à cet instant combien il avait raison. « Je vais aller chercher du secours dans la vallée, » dit-elle en tâchant d'affermir sa voix. « Je trouverai bien un paysan qui aura un traîneau, et on te redescendra pour te soigner. Ou bien je ferai monter un docteur. Tu crois que tu peux y arriver? Tu vois une autre solution? On peut attendre des siècles avant que quelqu'un passe ici. » Milos soupira. Laisser Hélène partir seule ne lui plaisait pas. « La neige aura transformé le paysage, tu ne vas rien reconnaître. Je ne chercherai pas à retrouver notre chemin. Je descendrai droit devant moi et je frapperai à la première porte. » Sans perdre davantage de temps, elle se redressa et entreprit de préparer son départ. Les raquettes de Miles étaient les meilleures, avec leur bois presque neuf et le cuir souple des lanières. Elle les régla à sa pointure et alla faire quelques pas dans la neige pour les essayer. Entre les deux sacs à dos, elle choisit celui de Pastor, plus petit. Elle le vida de son contenu, un paquet de biscuits de soldats, et 2 pommes qu'elle déposa près de Milos, avec une moitié du bloc de pain noir. « Il faudra que tu manges un peu, sinon tu vas t'affaiblir. »« J'essaierai, » promit le garçon. Elle fit encore fondre une pleine casserole de neige et la lui apporta en réserve. Puis elle rassembla autour de lui tout ce qui pourrait le protéger du froid. La couverture du refuge, le pullover d'un homme-chien et la veste de Miles qui était restée suspendue derrière la porte. Elle roula la canadienne de Pastor en boule dans le sac à dos et jeta par-dessus le reste de pain noir. Quand vint le moment de partir, elle s'accroupit près de Milos et prit sa tête bouclée dans ses mains. « On a eu besoin de 2 jours pour monter ? Je mettrai moins de temps pour descendre. 1 jour seulement peut-être. Et je n'aurai même pas à arriver jusqu'en bas. On a vu des habitations sur le chemin, rappelle-toi. Avec un peu de chance, je serai de retour demain. Ou après-demain au plus tard. Tu ne te sauves pas d'ici, hein ? J'aurais du mal. » Ils se turent pendant quelques secondes. « Je pensais te protéger, et maintenant c'est moi qui ai besoin de toi, » soupira le garçon. « J'ai l'air malin. J'aurais mieux fait de rester à l'internat. »« Arrête !» le coupa Hélène. « Tu voulais empêcher la meute de rattraper Bart et Milena. Et tu as réussi. Ils ne craignent plus rien grâce à toi. »« Oui, mais toi ? » ?»« Moi, je vais me débrouiller, ne t'en fais pas. Bon, il faut que je parte. Tu veux que j'aille te chercher davantage de bois ? Des branches mortes ? Tu pourrais les faire brûler ce soir. Non, ne perds pas de temps à ça, je préfère que tu files. Tu as raison, je m'en vais.
Elle hésitait encore. « Je peux faire autre chose pour toi ?»« Oui, revenir. Bien sûr que je reviendrai. Promis ?» Elle se contenta de hocher la tête. « Si j'ouvre la bouche, se dit-elle, ma voix flanche, et ce n'est pas le moment de pleurer. » À la porte, elle se retourna et lui fit un dernier sourire. Il agita les doigts devant son visage en signe d'au revoir. « Je t'attends, Hélène. Fais attention à toi. » Elle marcha des heures droit devant elle, dans la descente, courant dès qu'elle le pouvait, sans penser à autre chose qu'à ne pas perdre de temps. Les raquettes de bois crissaient à chaque pas dans la neige fraîche. « Marche, marche !» semblaient répéter à l'infini leur petite musique obstinée. Le soleil faisait scintiller les cristaux. Comme ce serait beau, se disait-elle, s'il n'y avait pas là-haut Milos avec sa jambe rouge. À chacun de ses arrêts, elle s'étonnait du vacarme de sa respiration et des battements effrénés de son cœur dans le silence de la montagne. Elle avalait une bouchée de pain, laissait fondre un peu de neige dans sa bouche et repartait. Son espoir secret était de trouver à s'abriter avant la nuit. Mais le soleil sombrait déjà derrière les sommets, à l'ouest, sans qu'elle ait vu la moindre trace d'habitation. Enfin, la pente se fit moins forte. La plaine ne devait plus être très loin. Comme l'obscurité gagnait lentement, et avec elle le froid vif qui s'insinuait sous son pull au vert, Hélène enfila la canadienne de Pastor et accéléra l'allure. L'idée de dormir dehors l'angoissait. Par bonheur, des rochers affleurèrent bientôt, puis l'herbe verte de la prairie. Elle ôta ses raquettes et les attacha aux lanières de son sac à dos. Un chemin descendait le long d'un bois de bouleaux. Elle le suivit, et elle n'avait pas fait 500 mètres que la maisonnette de pierre apparut sur sa droite, au fond d'un pré. Elle était très ancienne assurément, mais bien entretenue. Une maigre fumée blanche montait droit de la cheminée. Un cochon géant pataugeait dans la boue de son enclos, ses deux oreilles immenses et sales battant sur les côtés. Jamais Hélène n'avait vu un animal de cette taille. Il devait peser près de 2 tonnes. Elle s'avança jusqu'à la porte de bois et frappa. Elle attendit en vain une réponse, frappa de nouveau. Elle songea fugitivement à Boucle d'Or. Est-ce qu'il y aurait 3 bols sur la table, et 3 chaises, et 3 lits? L'énorme Véra la regardait de loin, en roulant dans sa gorge des grondements d'outre-tombe. Il y a quelqu'un? Appela Hélène. Elle fit le tour de la maisonnette, mais ne vit ni traîneau, ni carriole d'aucune sorte, juste une réserve de bois sous l'appentis. Revenue de l'autre côté, elle tapa au carreau de la fenêtre. Il y a quelqu'un? Elle colla son visage à la vitre. L'intérieur disparaissait dans la pénombre, mais quelqu'un se tenait assis sur une chaise, à peine éclairé par la flamme du fourneau, les 2 jambes posées sur un chauffe-pied. « Monsieur » appela Hélène, et l'homme leva les yeux vers elle. « Je peux entrer ?» Elle considéra que le vague mouvement de tête de l'homme signifiait un accord, et elle poussa la porte. La pièce était basse de plafond. Une armoire, une table, une horloge et 2 bancs posés sur le sol en terre battue constituaient tout le mobilier. Hélène s'avança vers le fourneau. « Excusez-moi, monsieur, j'ai vu la fumée et… » Le vieux était bien plus âgé qu'elle ne l'avait pensé. Ou plus malade, peut-être. Des rides profondes creusaient son visage fatigué. Ses derniers cheveux blancs dessinaient une drôle de petite virgule sur son front. Il gardait ses bras au chaud, sous le plaid, qui couvrait ses genoux. « Je viens du refuge, » hasarda Hélène. « Vous connaissez le refuge ?» Le vieillard ne parut pas comprendre. Il observait la jeune fille sans crainte, mais sans réelle curiosité non plus. Ses oreilles décollées se détachaient de son crâne chauve. « Vous vivez seule ici ?» Elle regarda mieux autour d'elle et vit une 2e chaise de paille près du fourneau. « Vous vivez seule ici ?» répéta-t-elle en poussant la voix et en désignant la chaise. « Il y a quelqu'un avec vous ?» La jeune fille se résignait déjà au silence quand il ouvrit la bouche et prononça d'une voix rauque une phrase courte et tout à fait incompréhensible, quelque chose comme « Sio chez Hadji ». « Pardon » dit-elle. Il reprit les mêmes mots, mais plus fort et avec agacement. « Je ne comprends pas votre langue » s'excusa Hélène. Il sortit alors un bras maigre de sous la couverture et pointa une main tremblante vers elle. « Karjoun, Tchidj !»« Ah !» réagit Hélène en riant. « Une fille, je suis une fille !» Avec ses cheveux courts, son visage carré et la veste de Pastor sur le dos, elle pouvait effectivement tromper son monde. Dès l'instant où le vieil homme sut qu'elle appartenait au sexe féminin, il parut mieux disposé à son égard. Il lui fit signe de tirer la chaise vers elle et de s'asseoir. Mais le rapprochement tourna court, et ils restèrent assis face à face
en échangeant de temps à autre un sourire un peu embarrassé. Hélène s'interrogeait déjà sur la tournure que prendrait la soirée lorsque la porte s'ouvrit sur une petite vieille coiffée d'un fichu. Elle referma derrière elle, accrocha son manteau au clou d'un geste vif et stoppa net au milieu de la pièce en découvrant la visiteuse qui s'était levée de sa chaise. Cependant, le vieux ayant dit dans sa langue une phrase brève, elle marcha aussitôt vers Hélène, les bras ouverts. « La fiancée de Hugo !»« Non, je ne suis pas la fiancée de Hugo, » répondit Hélène, heureuse de pouvoir enfin être comprise. « Je me suis perdue dans la montagne et… » « Ah » fit la vieille, visiblement déçue, mais sur sa lancée, elle l'embrassa tout de même. Ses joues froides étaient douces comme de la soie. « Vous vous êtes perdue ? C'est ça, je viens du refuge là-haut. Vous connaissez le refuge ? Oui, le refuge, je connais. Mon ami est là-haut, il est blessé, gravement blessé, vous comprenez ? À la jambe, je viens chercher du secours, il a besoin d'aide. » Tandis qu'elle parlait, le vieil homme s'acharnait à parler aussi à sa femme, et la malheureuse ne savait plus qui écoutait des deux. « Il vous prend pour la fiancée de Hugo, » dit-elle enfin à Hélène. « Il est têtu comme une mule. Dites-lui que Hugo va bien et il nous fichera la paix. »« Hugo va bien » articula Hélène, souriante, à l'adresse du vieux. « Il va très bien. »« Ah » fit celui-ci, satisfait, et il se tut. La vieille cligna de l'œil en signe de complicité. « Nous voilà entre personnes sensées maintenant, semblait-elle dire. Je vous disais que mon ami est au refuge, reprit Hélène. Il est blessé gravement. Il faudra aller le chercher en traîneau ou bien trouver un docteur pour le soigner. »« Ah, il y a un docteur au refuge ? » ?»« Non, il n'y a pas de docteur au refuge. Mon ami est tout seul là-haut. Il est blessé. Vous connaissez un docteur ? Mon fils ? Votre fils est docteur ? » La vieille changea soudain d'expression et regarda Hélène stupéfaite. « Mon fils est docteur ? Le plus jeune ? Oh mon Dieu, gémit la jeune fille, où suis-je tombée ? Oui, insista-t-elle cependant. Vous venez de me le dire. Votre fils est docteur, c'est bien ça ? Je ne sais pas. Vous voulez un peu de soupe ? Hélène remarqua pour la première fois une marmite en fonte noire de suie qui chauffait sur le fourneau. Un mince filet de vapeur s'échappait sous le couvercle. Pourquoi ne pas en profiter après tout ? Il faisait nuit maintenant. Il faudrait bien manger et dormir quelque part. La petite vieille alluma une lampe à pétrole suspendue à une poutre du plafond et sortit un grand bol du tiroir de la table. « Je vais d'abord m'occuper de mon homme. Il tremble trop pour manger seul. Il n'a plus toute sa tête, vous savez. Il ne parle plus que sa langue maternelle depuis quelque temps. C'est triste, mademoiselle. Ah, si vous l'aviez vu, jeune homme !» Hélène l'observa qui donnait la soupe à son homme, debout près de lui. C'était touchant de voir sa patience et la délicatesse de ses gestes. Ensuite, les deux femmes s'assirent à table pour dîner. Hélas, la soupe était moins bonne qu'Hélène ne l'avait espéré. Elle avala avec peine les morceaux tout juste tièdes de pommes de terre et de navets qui flottaient dans un bouillon fade. « Est-ce qu'il y a d'autres habitants par ici ?» reprit-elle. « D'autres maisons ?»« Mon fils, » répondit la vieille. « Votre fils, le docteur ?» À ce moment-là, le vieillard, depuis sa chaise, répéta plusieurs fois une question dans laquelle Hélène reconnut le nom Hugo. « Qu'est-ce qu'il dit ? Il demande combien vous avez d'enfants avec Hugo. Il radote. Attendez, vous allez voir. » Elle baragouina une réponse dans la langue de son mari et pouffa de rire dans le torchon qu'elle avait gardé à la main. « Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Que vous en aviez 7, tous des garçons, et jumeaux par-dessus le marché. Le temps qu'il y réfléchisse, il nous laissera tranquilles. » Effectivement, le vieillard hocha la tête et se replongea dans ses pensées. Hélène réprima son envie de rire. Cette petite vieille, à la fois si vive et si confuse, l'étonnait de plus en plus. « Vous me disiez que votre fils habite par ici. Votre fils le docteur. Le docteur, il habite par ici ? Oui, votre fils. Ah oui, mon fils. Il viendra demain matin. Voulez-vous un verre de vin, mademoiselle ? À quelle heure viendra-t-il, votre fils ? Parce que mon ami est blessé, là-haut, dans le refuge. Oui, à la jambe, n'est-ce pas ? C'est ça, à la jambe. Votre fils, le docteur, pourra le soigner ? Vous pensez qu'il pourra le soigner ? La vieille trotta vers la porte du fond et l'ouvrit. Un escalier montait à l'étage et l'autre descendait à la cave. Elle prit sur la première marche une bouteille de vin à moitié pleine et sortit 2 verres de l'armoire. « Je ne bois pas de vin, dit Hélène, que l'impatience taraudait, mais je préférerais… » « Oui ? Vous l'auriez vu quand il était jeune, l'interrompit la vieille en remplissant les verres. J'avais 16 ans et demi et je travaillais à la brasserie. Lui, il était bûcheron. On est passé par hasard dans cette clairière, ma camarade Francisca et moi. Ils étaient une dizaine d'ouvriers étrangers. Ils faisaient la pause. Ils jouaient aux boules avec des pierres rondes, torse nu. Ça parlait fort et ça rigolait. Il était plus beau que les autres, beaucoup plus beau.
Il tenait sa pierre dans la main et un bout de fromage dans l'autre. Ses épaules luisaient sous la sueur. Francisca m'a dit « Tu l'as vu celui-là comme il est beau ?» On a bien ri. Je me suis débrouillée pour repasser toute seule les jours suivants. Une fois, il s'est approché et on s'est dit nos prénoms. De près, il était encore plus beau que de loin. Une autre fois, on s'est fait comprendre par signe qu'on pourrait se retrouver le soir. Hélène tourna la tête et regarda le crâne piqué de taches de rouille, le cou ridé et les épaules maigres du vieil homme qui s'assoupissait près du fourneau. Malgré son agacement, elle se sentit touchée. « Et vous vous êtes retrouvés ?»« Bien sûr. Allez empêcher un garçon et une fille de se retrouver. Je l'ai attendu au rendez-vous derrière l'atelier de mon père. Je m'étais faite belle en cachette, rouge à lèvres et tout ça. Quand je l'ai vu passer le coin de la rue et marcher vers moi, j'en serais tombée à la renverse. Il portait une chemise blanche, ample, avec un col ouvert sur sa poitrine et son pantalon avait un pli fait au fer. Alors qu'il dormait dans une cabane au milieu des bois. Ça ne l'empêchait pas d'être élégant. 18 ans il avait, et moi 16 et demi. Vous en avez de la mémoire. Non, j'oublie tout, mais pas ça. Allez, trinquez avec moi, mademoiselle. Elles entrechoquèrent leurs verres. Le vin râpait la gorge et Hélène eut du mal à boire la première gorgée. Et vous avez eu des enfants ? Reprit-elle, un peu honteuse de ramener la conversation à ce qui l'intéressait. Des enfants ? Oui, on en a eu 4, non 5. Et le plus jeune est docteur maintenant, c'est ça ? Je ne sais plus. Pardonnez-moi, je suis comme lui, je perds la boule. Allez, on va se coucher maintenant. Nous, on dort dans la chambrette, ici à côté. Vous dormirez en haut. Prenez une bougie dans le tiroir avant de monter. Elle alla vers son mari, lui chuchota quelques mots à l'oreille et le fit lever. Tous deux entreprirent de traverser la pièce. Ils avançaient avec une lenteur infinie. Hélène les regarda passer devant elle en buvant son verre. Le vin lui montait déjà à la tête. Quand la porte de la chambrette se fut refermée sur les deux petits vieux, elle se leva et s'assit près du fourneau pour emmagasiner un peu de chaleur. Sans doute qu'il ferait froid dans la pièce du haut. Elle allait monter quand la grand-mère reparut en chemise de nuit, un bonnet sur la tête. « Regardez, mademoiselle. » Dans son cadre de bois, la photo montrait le buste d'un jeune homme cravaté à la barbe noire et bien taillée. Il portait de travers sur la tête un étrange couvre-chef plat et regardait l'objectif avec assurance. « Mon fils, lisez derrière. » Sur le dos cartonné du cadre, une main appliquée avait écrit 30 ans plus tôt, la date, prénom du lauréat, Joseph, et son titre, docteur en médecine. « Votre fils, celui qui viendra demain ?»« Oui, il vient tous les mardis. »« Bonne nuit, mademoiselle. » Hélène fit rapidement le compte des jours. Milos et elle s'étaient enfuis un vendredi soir de leur internat. Et 2 nuits s'étaient écoulées depuis. La vieille dame ne se trompait peut-être pas. Malgré sa grande fatigue, elle eut toutes les peines du monde à dormir. La chambre était froide, le lit creux et l'énorme édredon roulaient au sol au moindre mouvement. L'image de Milos, perdant son sang dans le refuge, la hantait. Elle ne trouva le sommeil qu'au petit matin, bercée par les grondements sourds du cochon géant qui faisait vibrer les carreaux de la fenêtre.